C'est bon, vous m'entendez? Ok. Ben, on est parti. Donc, Hacking Your Home, je vois que le sujet intéresse les gens, même si c'est la dernière session ou presque, le vendredi après-midi. Donc, je vais commencer. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir du hacking, expliquer aussi un petit peu ce que moi je pense du hacking, du hard, du soft, et puis quelques idées qui me traversent l'esprit et que j'ai envie d'appliquer chez moi et que vous pouvez également, je pense, appliquer chez vous. Alors, qui je suis d'abord? Donc, voilà, je fais comme vous, la plupart d'entre vous, je travaille dans l'informatique, en société de service. Depuis un certain nombre d'années, j'ai commencé par 4 ans dans le bâtiment, dans le groupe Bouygues, où je faisais de la gestion technique du bâtiment. Et pour moi, débugger, c'était pas que débugger mon logiciel, c'était aussi débugger les câbles qui étaient dans les faux plafonds, voir si quelqu'un n'avait pas mis une vis au milieu d'un câble ou ce genre de choses. Donc, c'était un débugage un petit peu spécifique, mais c'était quand même très enrichissant. Et puis, vous avez accessoirement mon compte GitHub. Je fais partie aussi du Brest-Jug. Et puis, voilà, Nicolas aime bien la publicité sauvage. Alors, il m'a demandé de vous mettre une petite page de pub pour le Brest Camp, qui est à Rennes, dont je fais partie de l'équipe d'organisation. Donc, c'est l'équivalent de Devox à Rennes, on va dire. Donc, un petit disclaimer d'abord. Je ne sais pas si ça m'était arrivé de voir des pages de ce genre-là quand il y a des vidéos pour les enfants qui regardent des matchs de catch. Alors là, je dis, please, do not try this at home. Moi, je dis l'inverse, en fait. S'il vous plaît, essayez, vous allez voir, vous allez aimer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous parler de ce que je pense qu'est le hacking, et la définition de Wikipédia me plaît bien. Donc, c'est un bidouillage, un terme un petit peu péjoratif, mais qu'est-ce que le hacking? C'est surtout détourner l'utilisation des objets, de faire en sorte d'observer ce qu'il y a autour de nous et de faire marcher son imagination. J'en discutais ce midi sur le sujet. Effectivement, les enfants sont souvent beaucoup plus imaginatifs que nous quand ils n'ont pas encore été formatés par la société, j'allais dire. Donc, n'oubliez pas, libérez votre esprit d'imagination. Ce que j'aime bien aussi sur la page Wikipédia, c'est la définition du mot hacker. Souvent, hacker a un côté péjoratif. On va penser à des gens qui vont faire des choses pas forcément très légales. Là, le hacker, c'est des utilisateurs à part qui préfèrent fouiller, comprendre comment ça fonctionne, plutôt que de simplement être des utilisateurs lambda. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Et ça se complète très bien avec la passion, le jeu et le plaisir, l'échange et le partage. Je pense que Devox est aussi là pour ça. Donc ça, c'était la première définition que je voulais partager avec vous, parce que ce n'est pas forcément que du bricolage, c'est aussi des choses qu'on peut partager, faire ensemble et faire évoluer, comme dans le milieu de l'open source également. Donc je vais commencer par vous montrer un petit peu des parties hardware, notamment comment, avec une station météo classique du commerce, on va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, et tout ça pour des sommes la plupart du temps modiques. Alors certes, ça pourrait aller plus vite si j'achetais un truc qui me coûte à peu près 300 €, qui a le port USB qui va bien, que je branche sur mon PC, mais bon, ça ne m'intéresse pas d'être simple utilisateur. Donc finalement, j'ai pris juste une petite station météo qui m'a coûté à peu près 20 €, et classique du commerce. Et puis, il y a un capteur radio, comme ça, avec. Donc, vous voyez que ça doit coûter 10 € à l'unité. Il y en a parmi vous, je sais, qui en ont acheté plusieurs. Et ça discute par un lien radio. Donc, on se dit, tiens, un lien radio, il n'y a pas moyen d'écouter ce qui se passe? On se dit, est-ce qu'on peut regarder, prendre des grandes oreilles et regarder ce qui se passe? Eh bien, finalement, c'est tout à fait possible. On va pouvoir regarder ce qui se passe sans problème. C'est un protocole que de multiples amateurs ont déjà regardé, décrypté. En fait, ce n'est pas chiffré. Donc, quand je parle de décrypter, c'est plutôt qu'ils ont regardé, en fait, ils ont fait du reverse engineering. Ils ont regardé sur un oscilloscope les signaux qui passaient. Ils en ont déduit un certain nombre de choses. En fonction des marques que vous allez avoir, ça ne va pas forcément être le même protocole, mais vous pouvez très bien récupérer ces informations, voire même du code qui a déjà été fait. C'est le cas notamment de cet émetteur ici, que j'ai juste ici devant moi,
qui est un émetteur. En fait, il est tout petit, c'est le petit carré qui est ici. Ça vaut à peu près 6 à 7 euros. Donc, vous voyez que c'est très très cher, à côté d'un composant Wi-Fi qui va vous valoir au moins 20 à 30 euros, parce que c'est beaucoup plus simple qu'un composant Wi-Fi qui va devoir avoir tout ce qui va bien en termes de chiffrement pour gérer les clés web ou WPA et compagnie. Là, c'est extrêmement simple et ça discute par un bus SPI et que vous allez pouvoir brancher soit sur des cartes de type Arduino ou soit des cartes de type Raspberry Pi, par exemple. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça, je l'ai acheté tout seul. J'ai été sur le web, sur un site qui s'appelle oshpark.com, où il y a moyen de partager aussi des breakouts, enfin des cartes, enfin des PCB. Et il y a quelqu'un qui a fait un breakout, un PCB, qui est juste derrière, ici, sur lequel j'ai soudé. Et il a libéré, il a laissé partager son PCB. Donc j'avais juste besoin de passer commande sur OSHpark pour aller récupérer ça. Ça m'a coûté 5 euros les 3 exemplaires, parce qu'on ne pouvait pas faire de commande en dessous de 3 exemplaires. Donc là, encore une fois, ça me permet d'avoir quelque chose ici qui est sur un pas standard, alors qu'autrement, ce n'est pas un pas standard. Petite subtilité, il faut ici aller chercher sur le web, c'est quoi la longueur d'antenne par rapport à la fréquence radio qu'on va utiliser, puisque les stations météo vont être la plupart du temps entre 433 MHz ou 868 MHz, selon la compatibilité pour l'Europe et les États-Unis, ou que les États-Unis et que l'Europe, etc. Puisque les fréquences sont pas, en fonction des pays, ne sont pas toutes les mêmes. Donc dans mon cas, c'est du 868 MHz. Et le composant ici est compatible avec toutes les fréquences. Il y a juste une petite résistance qu'il faut faire sauter dans un certain cas. Et on l'adapte avec la longueur du fil en fonction de la fréquence d'utilisation. Donc comment ça se passe côté soft? Eh bien côté Arduino, il y a eu un projet qui s'est appelé Gnode, donc qui est fait par Glabs, qui ont fait une librairie qui est en code C et qui exploite cette puce. Côté Raspberry Pi ou autre carte sous Linux, il y a un driver qui a été fait, en fait. Un driver, donc vous avez comment dire, vous avez ici le lien sur GitHub. Donc c'est un driver Linux, c'est un module du noyau que vous pouvez charger et du coup, vous pouvez l'utiliser assez simplement. Et il y a même un module Node.js qui a été fait pour pouvoir l'exploiter un petit peu plus facilement. Alors ça, c'est le branchement. Bon, alors je vous passe les détails, mais globalement, vous voyez que c'est quand même pas très très compliqué. On a besoin de 3 résistances de 4,7 kΩ, 3 résistances de 10 kΩ. Voilà, donc le seul risque que vous pouvez faire, c'est griller votre carte si vous ne faites pas attention. Mais bon, c'est pas forcément très très. Voilà, vous n'allez pas vous électrocuter, vous n'allez pas faire tomber le réseau EDF dans le quartier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous travaillez que sur des très très faibles tensions. Donc je vais vous faire une petite démo à partir de la carte ici pour vous montrer s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas ce que c'est que l'Arduino. Alors je n'ai pas pensé, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter la taille? Je ne l'augmente jamais en fait. Bon. Je vais laisser comme ça parce que sinon je vais risquer de tout casser. Alors par contre, voilà, vous allez peut-être mieux voir ici parce que c'est un peu coupé l'écran sur le côté. Voilà. Donc ici, vous allez voir finalement que il y a l'auteur du code qui est la première ligne devant moi là. J'ai honteusement pompé son code. Et donc ici, vous allez avoir juste des instructions. Vous voyez, c'est du C plutôt assez bas niveau. Mais c'est relativement compréhensible et on va pouvoir l'utiliser. Donc si je l'utilise et que je le... Hop, donc là, je vais le compiler et le télécharger, là, ils appellent téléverser, dans l'Arduino. Alors l'Arduino, j'en parlerai après, c'est un microcontrôleur où il faut effectivement flasher son code dans le processeur. Donc là, il est compilé. Vous voyez qu'en dessous, on a l'instruction, il nous dit ça fait 5 kilooctets, j'ai une limite de 32 kilooctets, c'est bon, ça marche. Je vais ensuite utiliser un moniteur série qui me permet de voir, le code me délivre sur un port série directement l'information de la température. Donc là, il s'est initialisé, c'est bon, et puis voilà. Donc là, j'ai la température qui est ici, délivrée par le capteur, donc je peux imaginer que si je souffle un peu dessus, elle va commencer à augmenter.
Donc là, la seule chose que je fais, c'est que lui, il émet régulièrement des informations de température. La seule chose que je vais faire, c'est juste écouter ce qu'il est en train de dire. Donc vous voyez, c'est un hack pas trop difficile à reproduire. Vous pouvez le voir chez nous. Bon, j'ai pas dû souffler très fort. Ça ne veut pas augmenter, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, vous avez un exemple type de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez en placer autant que vous voulez dans votre maison. Moi, c'est mon capteur de température extérieure que j'utilise. Donc je vais pouvoir récupérer cette information de température et m'en servir dans une autre application pour pouvoir ensuite me faire des graphes de température extérieure, m'en servir pour éventuellement anticiper sur du chauffage, etc., etc. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Finalement, j'ai récupéré un capteur de température très bien fini, parce que c'est un truc du commerce, mais qu'on va utiliser finalement à d'autres fins, pas que pour une station météo. Donc pour aller même un peu plus loin, on a donc pas mal de matériels différents qui sont aujourd'hui très 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 accessibles. Alors vous avez tous entendu parler, je pense, de la Raspberry Pi, mais il n'y a pas que ça. En général, il y a deux grandes familles de cartes. Il y a ce qu'on appelle des microcontrôleurs. Donc là, l'Arduino en est un. Et ça correspond justement il y a un seul programme qui s'exécute à la fois. C'est un programme qui va être flashé dans le processeur, en fait, et c'est une EEPROM, et donc qui va, si j'éteins et que je rallume, le même programme va se rallumer, ça tourne en boucle, en permanence, et par contre, il n'y a qu'un seul programme, n'oubliez pas ça. On m'a posé la question hier. Est-ce que je peux en remettre un deuxième? Non, le deuxième, il va écraser le premier si je retéléverse un autre programme. Donc c'est vraiment la notion de microcontrôleur qui n'a rien à voir avec un CPU, avec un OS. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et les autres types de cartes, la Raspberry Pi est une carte assez connue. Ce n'est pas la seule, j'en ai mis une autre un petit peu en bas ici qui est ce qu'on appelle une BeagleBone Black. Et ce sont des cartes avec des CPU ARM dessus qui commencent, eux, par contre, à ressembler beaucoup plus à ce qu'on va avoir sur un PC. Il y a un vrai OS dessus. Alors les deux ici ont 512 mégas de RAM. Il y a la BeagleBone Black, même comme sur vos téléphones, en fait, il y a de l'IMMC intégré. Donc il y a une mémoire flash depuis hier 4 Go. Voilà, celle-ci, la première, la Raspberry Pi doit valoir une trentaine d'euros et l'autre doit valoir 40-45 euros à peu près. Donc ce sont des cartes avec un OS, donc tous les langages que vous utilisez, n'importe lequel, celui avec lequel vous êtes à l'aise, c'est à vous de choisir. Puisque c'est un système d'exploitation, c'est du Linux, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre éventuellement de l'Android si vous voulez, mais il y a déjà moins de monde qui le font, donc vous aurez moins d'aide sur le web. Donc côté Raspberry Pi, quand je vais utiliser pour l'interfacer avec le monde du hardware, je vais disposer d'un certain nombre de choses. Donc je vais disposer alors ici j'ai mis en évidence ce qui était un petit peu spécifique, ici c'est ce qu'on appelle des bus série, mais je vais surtout avoir ici des GPIO, des General Purpose Input-Output, qui sont des entrées-sorties avec des niveaux de 3 volts 3, souvenez-vous-en, 3 volts 3, pas 5 volts, sinon votre carte va cracher et va cramer surtout. Et donc vous avez un certain nombre ici de GPIO, là il y a GPIO 4, 17, etc., ils ont des niveaux. Et c'est des GPIO qui sont configurables soit en entrée, soit en sortie. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous le configurez en sortie, faire délivrer sur un pin spécifique, vous allez faire délivrer 3 volts 3 ou couper le 3 volts 3. Donc vous pouvez imaginer, finalement, derrière, via un relais ou quelque chose, piloter un élément électrique. Vous allez pouvoir le configurer à l'inverse, c'est que si vous allez recevoir du courant, enfin une tension, pardon, de 3 volts 3 sur ce pin, eh bien vous allez avoir un niveau 1 que vous allez détecter ou un niveau 0 s'il n'y a pas de courant. Donc là encore, vous allez pouvoir mettre un interrupteur, finalement, pour détecter un état. Alors ça peut être un interrupteur, mais ça peut être un peu tout et n'importe quoi, un contact de fin de course, tout ce que vous voulez, que vous allez pouvoir récupérer. Et ensuite, des PWM, alors là c'est un petit peu plus spécifique, c'est que vous allez pouvoir moduler des 0 et des 1 selon des trains d'onde, entre guillemets, sur des fréquences, pour pouvoir dire, c'est un petit peu comme une sortie analogique, pour pouvoir dire je veux être à 75% de puissance, entre guillemets, c'est-à-dire 75% du temps il va être sur le 1 et le 25% il va être sur le 0, et ça va vous permettre de commander notamment certains types de moteurs, par exemple, qui vont se commander comme ça. Donc vous allez pouvoir, sur ce type de choses, pouvoir commander des vitesses
de moteur ou d'autres types de choses, typiquement même une LED. Si vous allez pouvoir, avec une LED, comment dire, vous allez pouvoir définir la luminosité de la LED, voire la faire venir un petit peu comme un effet de fade out ou fade in, de s'allumer lentement ou de s'éteindre lentement. Et les dernières liaisons qui sont intéressantes, ce sont les liaisons série. Donc là, tout à l'heure, je parlais de bus SPI. C'est un bus série. En fait, on peut mettre plusieurs éléments sur ce bus. Et donc, c'est des systèmes adressables pour pouvoir mettre pas mal d'éléments intelligents sur ce bus. I2C, c'est la même chose. C'est un autre type de bus qui, lui, date des années 80, qui a été inventé par Philips, qui également permet ce genre de choses. Le plus connu étant l'UART. Alors ça ne dit peut-être pas grand-chose à certains d'entre vous, mais si je parle d'RS-232, peut-être que ça vous parle un peu plus. Ce sont des liens série classiques qu'il y avait auparavant sur des PC, sauf que sur les PC, autrefois, les RS-232, c'était des signaux moins 12 volts, plus 12 volts pour des signaux logiques 0,1, alors qu'ici, on va être sur des signaux logiques dits TTL, et là, c'est des niveaux 0, 3 volts 3. Donc là aussi, il ne faut pas mettre du 5 volts dessus, sinon ça ne va pas aimer. Donc voilà, donc, ici vous avez la même chose. Alors si vous cherchez sur le web, j'ai utilisé le terme pinout, si vous cherchez sur le web des informations, que ce soit sur de l'Arduino, sur n'importe quelle carte, vous mettez Arduino pinout, BeagleBone Black pinout, tout ce genre de choses, et vous allez retrouver tout de suite des schémas intéressants. Le terme pinout est vraiment bien comment dire, indexé par Google. Donc ici, vous allez avoir l'équivalent sur Arduino, sauf que vous allez avoir en plus, par rapport à la Raspberry Pi, des entrées analogiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une tension qui va être comprise entre 0 volts et je crois que c'est 3,3 volts qui est accepté sur celle-ci. Enfin, ça dépend des cartes en fait. Donc entre un certain niveau, donc du 0 et un certain niveau de tension, et donc il y a un convertisseur analogique numérique sur la carte qui va vous permettre alors souvent, ils sont sur 10 bits. Typiquement, sur 10 bits, ça veut dire qu'entre 0 et, je ne sais plus combien ça fait, 4000 et quelques, 4096, quelque chose comme ça, vous allez avoir une valeur que vous allez pouvoir retransformer ensuite en tension. Vous avez accès à tout plein de capteurs. Donc ici, j'en ai mis quelques-uns. Là, je les ai presque tous, sauf la caméra en dessous. Donc j'ai du matériel derrière. Si jamais ça vous intéresse, on pourra en rediscuter après. Donc ici, il y a des capteurs de pression atmosphérique, il y a des capteurs de température, des capteurs d'humidité de température. D'humidité, si vous voulez mettre ça dans un pot, vous avez vos plantes, par exemple, pour voir est-ce qu'elle a besoin d'être arrosée, ou est-ce que mon plant de tomate dans le jardin, est-ce qu'il est pas trop sec, ou dans ma serre. Vous avez accès à des afficheurs de ce type-là, de type LCD, 2 lignes, 4 lignes, voire plus. Vous en avez vu d'ailleurs sur les boîtiers de vote. Donc typiquement, ce type d'afficheur texte, vous allez sur eBay, vous allez en trouver à 5-6 euros. C'est sur bus I2, enfin, essayez de le prendre sur bus I2C, ils sont plus faciles. Il y a une librairie sur Arduino ou sur Node.js qui s'utilise, c'est super facile. 4 instructions de code et vous avez votre afficheur texte. Donc c'est très très accessible, n'hésitez pas à l'utiliser. Après, un petit peu plus spécifique, je n'ai pas encore réussi à faire marcher le mien, j'en ai acheté un comme ça, c'est un afficheur graphique, où là vous avez pas mal de pins. Quand je dis que c'est un petit peu plus difficile, c'est qu'il faut jouer, descendre beaucoup plus bas niveau dans les interfaces, il faut jouer avec des registres. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait un peu d'électronique ou ce genre de choses, mais il faut jouer avec des registres qu'on va enchaîner pour pouvoir faire à partir de 2 registres, on va passer en 16 bits pour que ensuite, avec un certain nombre de signaux sur ces registres et un signal clock, il envoie ensuite les 16 bits directement à l'écran. Donc c'est le genre de choses un petit peu plus délicates à contrôler. Et accessoirement, ce qui est intéressant sur ce type d'écran, c'est qu'il y a également un touchscreen. Ça veut dire que vous avez accès à un écran tactile que vous allez pouvoir commencer à utiliser en fonction de ce que vous avez envie. Et ici, j'ai repris un petit objectif qui est un élément directement utilisable sur Raspberry Pi. Et puis, vous pouvez aller bien plus loin que ça. Vous pouvez vous servir des GPIO avec des outils de ce genre. Là, c'est juste des tout petits relais où vous lui mettez 3,3 volts d'un côté,
5 volts ensuite ici. Vous avez ici des choses qui vous permettent d'éviter de ramener du 5 volts sur votre Raspberry Pi, des optocoupleurs, on appelle ça. Donc le signal 3 volts en fait va vous permettre ici de prendre ça comme un interrupteur pour directement piloter le relais. Donc derrière, vous n'avez rien à faire, ça coûte 5 €. Et vous avez ce qu'il faut pour déclencher, moi j'utilise ça pour déclencher une résistance électrique de 6 kW. Donc vous voyez ce que ça fait, 32 ampères. Derrière, ça me redéclenche un gros contacteur qui fait un grand coup, et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était la partie hardware, peut-être celle avec laquelle vous avez peut-être moins l'habitude de jouer. Donc la partie software, en fait, je vais commencer juste pour vous énoncer un petit peu Arduino, pour vous montrer comment ça fonctionne. Hier, j'ai montré aussi à des personnes comment ça fonctionnait. C'est extrêmement simple à prendre en main. Vous avez ici une fonction setup, une fonction loop, et c'est tout. En gros, vous avez, c'est du C, mais pour commencer à faire de l'Arduino, même avec vos enfants, vous pouvez commencer à faire ça, et ils seront très contents de commencer à jouer avec des petites LED, avec n'importe quoi là-dessus. Donc ici, la fonction setup, c'est juste exécuté, comme vous vous en doutez, au démarrage, et ensuite, c'est la fonction loop qui continue en permanence. Donc après, quand vous voulez faire un programme évolué, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut penser que la boucle, quand elle a fini, elle revient au début. Donc si vous avez besoin de gérer des timers ou ce genre de choses, voilà, quand vous mettez un delay au milieu, tout s'arrête. Comme quand il y a le garbage qui passe en Java, du stop the world. Donc ici, vous allez faire un programme, vous avez plein d'exemples, plein de librairies disponibles sur Arduino, donc vous pouvez directement l'utiliser. Accessoirement, c'est un IDE qui est écrit en Java, donc que vous soyez comme moi sous Linux, que vous ayez un Mac ou que vous soyez sous Windows, pas de souci, le même IDE fonctionne. C'est du fichier texte, donc ça fonctionne également. La seule chose que vous avez à faire, c'est compiler et cliquer sur le bouton Upload, et ça le met sur la carte. Donc là, le langage, bon, je viens déjà de le faire. Donc je vais repasser juste à je vais juste parler peut-être un petit peu du langage pour vous... juste pour vous montrer ici les instructions ultra simplifiées qui vont être notamment ici pin mode. C'est juste pour dire est-ce que je vais mettre en entrée ou en sortie mon GPIO. Et je vais aller lire éventuellement un capteur analogique pour récupérer sa valeur. Je vais aller écrire ici, c'est du 0 ou du 1, donc c'est high ou low, c'est donc du digital write, et on va également avoir des instructions de type delay ou ce genre de choses. Il y a tout un tas d'instructions extrêmement simples qui sont comprises dans le langage, entre guillemets, Arduino, notamment, par exemple, avec mon fils, j'ai testé, il a eu une dizaine d'années, j'ai testé avec un petit haut-parleur récupéré d'un vieux PC, j'ai branché juste sur un GPIO, et on a utilisé l'instruction tone, qui permet, quand on lui passe une valeur de fréquence, d'envoyer un train d'onde sur le haut-parleur, et du coup de faire une note de musique. Donc en récupérant un programme qui était déjà tout fait avec une petite musique, il se l'est approprié. Il y avait 2 lignes dans un tableau, donc il a fallu que je lui apprenne ce que c'était qu'une variable, ce que c'était qu'un tableau, ce que c'était, etc. Mais il est rentré dedans, il avait un objectif, c'était de faire sa partition à partir d'une mélodie qui existait déjà implémentée, donc il a le modifié, il s'est pris au jeu et a fait jusqu'au bout son morceau. Donc vous pouvez aussi commencer comme ça, avec vos enfants même, à jouer avec ce genre de choses. Alors l'écosystème Arduino est très 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 riche. Vous pouvez faire directement vos programmes sur Arduino, donc avec toutes les librairies de capteurs que vous avez, et puis vous pouvez aussi utiliser des firmware, entre guillemets, qui sont tout prêts. Vous allez pouvoir récupérer des programmes, il y en a un notamment qui s'appelle Firmata, qui permet de mettre à disposition un protocole qui est plus ou moins standard, enfin c'est le standard Firmata, donc qui est défini, qui est mis en open source, et vous avez de nombreuses implémentations qui, via le lien série, vont pouvoir discuter avec un Arduino. Ça sous-entend que derrière, vous pouvez prendre un Raspberry pour aller via le port série discuter avec un Arduino, avec ce protocole, avec une implémentation du protocole déjà toute faite. Donc vous avez l'API qui est à disposition pour ça. Donc vous voyez, là, même sans aller très loin dans le hardware, juste avec vos compétences logicielles, vous allez pouvoir commencer à jouer assez facilement là-dessus. Vous pouvez aller bien au-delà
parce que si je prends déjà le Raspberry Pi, outre le fait de brancher via un Arduino, vous allez pouvoir directement gérer avec les ports du Raspberry Pi, avec des librairies C, ou voir si vous êtes joueur GPIO.h, qui est une librairie bas niveau fournie par le noyau Linux, par Linux, pardon, et également un certain nombre de composants Java, un que je n'ai pas encore testé, qui est le Java Embedded, enfin le Java SE Embedded de la version 8, qui a pour particularité, dans la version 8, ils l'ont modularisé pour faire en sorte de réduire l'empreinte de la JVM et de définir quel sous-ensemble du SDK je vais embarquer dans mon programme. Donc je n'ai pas encore testé, mais je pense que ça peut être intéressant de regarder. Et puis il va y avoir également la fameuse librairie, entre guillemets, Pi4J, qui est effectivement la librairie Java directement utilisable sur Raspberry Pi. Dernièrement, moi j'ai beaucoup plus utilisé le code JavaScript en fait, parce que Node.js est très intéressant sur ce type de carte en embarqué, et notamment avec de nombreux modules. Le tout premier qui est utilisable, que j'utilise dans un autre projet que je vais montrer ensuite, qui est Node Serial Port, qui permet tout simplement d'utiliser un port série, simplement. Alors si vous êtes en Java, vous allez avoir utilisé la librairie RxTX, qui fonctionne aussi, mais ici c'est du Node Serial Port, ça fonctionne très bien. Vous avez également des librairies, des modules pour Firmata, vous avez du module GPIO pour faire du on-off, et là ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Node.js, sur le on-off, vous allez pouvoir mettre un callback quand vous allez détecter soit le front montant ou le front descendant de votre bouton. Donc l'aspect événementiel natif dans JavaScript est super intéressant. Vous avez également pour du LCD texte des librairies toutes faites, que ce soit des LCD texte de ligne ou 4 lignes. Vous avez juste une API du genre je mets mon curseur à 0,0, j'ai fait un LCD.print pour écrire ma chaîne de caractères. Donc c'est pas trop compliqué. Le plus compliqué étant éventuellement si vous voulez vous créer vos propres caractères custom, va falloir mettre des tableaux avec des valeurs hexadécimales pour dessiner ligne par ligne le caractère à afficher. Et puis accessoirement, voilà, j'ai fait un quickie hier sur Téléinfo. C'est le montage pour aller sur un compteur EDF. J'ai aussi fait des modules qui vont dans ce sens-là, qui permettent d'être simplement utilisés. Donc à quoi ça ressemble du code? En voici un exemple. Donc vous voyez que il y a les deux premières lignes ici qui m'importent les modules dont je vous ai parlé. Là, le LCD ici, c'est les écrans LCD de ligne ou 4 lignes. Le on-off, c'est pour piloter les GPIO. Je vais récupérer ici une LED rouge que j'ai positionnée derrière. Donc je vais récupérer le numéro GPIO. Alors si vous regardez sur la carte, c'est numéroté. Donc c'est le numéro 22. Je vais le configurer en sortie. Et puis le numéro 23, je vais le configurer en entrée, et puis je vais lui dire sur le front descendant, je veux que tu détectes et que tu utilises l'interruption hardware correspond à ce front descendant. Ensuite, je vais juste ici utiliser la librairie LCD, où je lui donne le bus I2C à utiliser. Alors là, moi j'ai utilisé le 0, mais en fonction des versions de Raspberry Pi, c'est juste le warning. C'est dans un cas, la V1 de Raspberry Pi, je crois que c'est le 0, et dans la V2, c'est 1, le numéro du bus I2C. Donc bon, ça se trouve. Et ensuite, ici, il y a une adresse, parce qu'en fonction des bus, vu que c'est sur un bus, on est obligé de définir une adresse. On est obligé de définir une adresse pour dire avec quel élément on va discuter. Ça sous-entend, c'est ce que j'ai pu faire par exemple, qu'on peut mettre plusieurs écrans LCD sur le bus par exemple. Et ici, j'ai juste attaché une fonction finalement sur le watch de mon bouton jaune. Donc ça veut dire que quand mon bouton ici va être libéré, j'ai détecté ici un événement que j'ai appelé bouton appuyé, que je vais aller écrire sur un écran LCD. Vous voyez qu'ici, en très peu de lignes de code, j'ai commencé à faire finalement un truc assez évolué. Autre chose que juste d'allumer une LED. Et donc, accessoirement, on peut aussi utiliser d'autres callbacks. Mais bon, ça c'est JavaScript, on peut faire plein de callbacks, voire ça peut être terrible. Mais si on sait bien les maîtriser, on peut faire aussi plein d'autres callbacks, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces écrans LCD, même quand la Raspberry Pi est éteinte, si elle est toujours alimentée en 5 volts, l'affichage qui est dessus, il reste.
Donc j'ai pas envie, par exemple, que mon terme bouton appuyé reste longtemps. Donc là, j'ai rajouté juste une fonction pour l'éteindre, qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il me manque la valeur du timeout. Mais bon, c'est pas grave. Donc le compteur EDF ensuite, c'est un autre montage, un autre hacking que j'ai pu faire. Donc ici, voici à quoi ça ressemble. Alors certains d'entre vous sont peut-être venus hier, donc j'ai juste repiqué 2-3 slides pour montrer à ceux qui ne sont pas venus à quoi ça ressemble. Donc le disclaimer en bas, hein, c'est pas parce que c'est hacking que c'est illégal, hein, je le répète, c'est sur un bornier client, vous avez tous le droit d'utiliser le bornier client. Il ne faut juste pas retirer le plomb du bornier d'en haut. C'est celui-là qu'il ne faut pas toucher. Celui d'en bas, vous avez le droit. Donc ici, on peut utiliser le port série par défaut de la Raspberry Pi, la brancher sur un montage custom et le mettre sur son compteur EDF. Ça, c'est le montage avec la réalisation du prototype. Donc vous avez ici uniquement un bornier à cet endroit, un compteur avec un bornier juste en bas ici, les deux résistances, un optocoupleur au milieu qui fait que le signal, lorsqu'il arrive ici, il y a des trains de signaux, j'allais dire, qui sont lissés en quelque sorte par l'optocoupleur pour obtenir des 0 et des 1 qui sont directement de l'UART, du RS2, enfin l'équivalent RS232, j'allais dire en niveau 0,3 volts à cet endroit-là. Donc ça, c'est le schéma de câblage. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Quand vous aurez les slides, vous pourrez tout reproduire chez vous. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, il suffit juste de regarder la borne I1, I2 et de brancher un fil téléphonique. Petit détail, vous pouvez avoir 500 mètres, c'est ce que donne la spec EDF, entre ce compteur et le montage téléinfo que je vous ai montré. Donc ça peut être intéressant si votre compteur il est assez loin de votre Raspberry Pi, par exemple. À quoi ça ressemble? En fait, là, je vous ai même mis le lien de la spec, si jamais ça vous tente. Donc ça ressemble à ça, en fait. On reçoit une chaîne texte directement. Et le module téléinfo que je fais, en fait, permet de récupérer ces informations. Donc on va avoir ici un ensemble, ce qui est appelé des étiquettes dans la spécification, et notamment avec des informations sur le contrat que vous allez avoir, sur la souscription du contrat, sur l'index au watt-heure près. Ce que vous avez sur votre compteur EDF, c'est au kilowattheure, ce qui est affiché. Là, on va descendre 3 chiffres après la virgule, j'allais dire. Et vous allez pouvoir avoir la période tarifaire en cours. Donc, si vous avez des contrats avec des heures creuses, heures pleines, vous allez pouvoir récupérer cette information pour faire aussi des asservissements à cette période tarifaire. Et, Et ensuite, vous allez pouvoir avoir les valeurs instantanées, directement utilisables. Donc, le code JavaScript, Node, finalement, celui-là il marche, je l'ai testé, vous allez tout simplement récupérer le module, l'initialiser en lui passant le port série, et vous allez vous abonner juste, c'est un event emitter, pour ceux qui font du Node, peut-être que vous connaissez cet objet, donc c'est qui envoie des événements, et il y en a un qui s'appelle Tram décodé, c'est celui qui nous intéresse, et vous avez juste à vous abonner sur ces événements pour en faire ce que vous voulez. Là, accessoirement, il est juste logué dans la console. J'en ai fait un deuxième au-dessus, qui vient, lui, par contre, exploiter les informations tarifaires, et qui va avoir un petit peu plus d'intelligence, parce que je vais lui passer ici une chaîne cron, qui va faire, alors ici, cette chaîne-là, ça veut dire toutes les minutes. En gros, pendant toutes les minutes, il va récupérer en permanence le module Node, toutes les informations qui sont délivrées par le compteur. Donc dans mon cas, ça représente une 50aine de trames téléinfo. Et ensuite, vous allez récupérer toutes ces infos et il va vous les moyenner, garder la puissance max, parce que ça peut être intéressant si on veut faire de l'optimisation de contrat EDF. Et il va vous les loguer dans une fonction. Donc il va appeler la callback. Ici, je l'ai appelé logger. Dans mon cas, sur mon appli perso, le logger, c'est un logger MongoDB. Et donc, vous allez pouvoir, derrière, loguer les informations où vous voulez. Accessoirement, vous avez également les valeurs instantanées, parce que vous voulez peut-être avoir quand même une valeur instantanée sans forcément attendre la minute. Donc, vous les avez aussi directement sur... Il y a trois méthodes que j'ai exportées dans le module également. Et puis pour finir cette partie-là, j'ai donc fait une application au-dessus avec un logger MongoDB. Le MongoDB, il n'est pas sur la Raspberry Pi, hein, il est dans un SaaS sur le web. Et par contre, le reste, le Node, lui, est sur la Raspberry avec un petit peu d'Express pour faire l'API REST.
ça me délivre juste en statique des fichiers JavaScript avec de l'Angular et juste des choses de base. On arrive finalement assez rapidement à faire une application assez complète. Donc l'Angular pour le moment est assez rudimentaire, je vais en faire une petite démo et puis j'ai accessoirement testé, parce que c'est aussi l'occasion de tester finalement des choses sur des projets comme ça, Gulp, que j'ai particulièrement aimé à côté du Grunt par exemple, notamment pour la notion de live reload sur aussi bien côté serveur que côté client qui était facile à configurer et la logique de Gulp qui est complètement différente. En raccourci, j'allais dire, je ferais presque le parallèle entre Maven et Gradle, c'est vraiment raccourci, et Grunt et Gulp. Donc c'est vraiment un très très gros raccourci, mais là, dans la logique, en fait, il y a une logique plus de déclaration dans un cas et une logique de programmation dans le cas de Gulp, avec une notion de pipe qui est très intéressante. Donc je vais vous faire une petite démo juste de l'application que je n'ai pas lancée, donc ça va être à mes risques et périls. Effectivement, j'ai cette application. Ah ben non, il était déjà en cache. Voilà, donc là, on est en live sur mon compteur EDF. Donc ça veut dire que là, toutes les 2 secondes, je fais un rafraîchissement. Donc là, on est à 340 watts, par exemple, et on a ici les informations du compteur. Donc toutes les 2 secondes, bon là, il n'y a pas vraiment d'écart, donc ça ne bouge pas, donc c'est toujours à 340 watts, mais ça veut dire qu'effectivement, ici, je vais avoir cette information. Donc derrière, ce qui me reste maintenant à exploiter, j'ai toutes les API REST qui sont en partie développées, c'est d'aller récupérer toutes ces informations dans Mongo pour les historiser, me faire des graphes à côté pour me dire quelle a été ma consommation aujourd'hui, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai consommé dans la semaine pour pouvoir ensuite exploiter un petit peu mieux ces informations. Donc ben voilà, la démo elle est faite. Donc les montages à venir. Alors, là, on va passer dans du plus lourd. Donc, effectivement, j'ai depuis maintenant 2 mois et demi, j'ai ça dans ma cave, enfin dans mon sous-sol. Donc, c'est un gros ballon d'eau. Il fait un peu plus de 1000 litres. Et j'ai supprimé ma chaudière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'avais une chaudière gaz et je l'ai supprimée. Là, maintenant, j'ai un gros ballon d'eau chaude qui est chauffé par du bois d'un côté. Il y a bientôt des panneaux solaires qui vont se coupler également à ce ballon. Et il y a une petite résistance électrique. À l'époque où j'avais pris la photo, elle n'était pas branchée. Une petite résistance électrique qui est à cet endroit-là. Ça signifie que sur ce type d'installation, on peut avoir finalement un ballon d'eau chaude tampon qui peut avoir 3 sources d'énergie. En hiver, le chauffage, donc moi c'est du chauffage bois, donc le chauffage bois qui va me chauffer cette masse d'eau. Et puis couplé éventuellement avec le soleil également, qui arrive également en hiver, même si on est en Bretagne, il y a déjà, même si je vis en Bretagne, il y a beaucoup de soleil, ça permet quand même de récupérer de l'énergie. Et puis, quand il n'y a pas de soleil, parce que des fois il n'y a pas de soleil, et qu'on n'est pas en hiver, parce que des fois l'été il pleut, eh bien, j'ai une résistance électrique s'il n'y a pas eu de soleil pendant plusieurs jours. Je dis bien pendant plusieurs jours, parce que j'ai pu l'expérimenter pendant un certain temps. Vous pouvez laisser le ballon, c'est vraiment de l'accumulation. Vous allez avoir ici de l'eau qui peut tenir 2-3 jours sans problème. Et vous pouvez vous en servir, y compris, donc là, ce qu'on voit, les 2 tuyaux verticaux. Ces 2 tuyaux qui vont passer directement dans mon réseau de chauffage. Donc l'énergie arrive de l'autre côté du ballon, donc on ne le voit pas. Et donc ça alimente mes radiateurs. Et à l'intérieur, j'ai un ballon d'eau chaude, ECS, oui, c'était pour eau chaude sanitaire. Donc à l'intérieur, j'ai un petit ballon de 200 litres qui est en bain-marie, qui est chauffé par ce gros ballon. Donc là, c'est un exemple typique de hacking. Voilà, j'ai une position, c'est super, là j'ai de quoi m'éclater. J'ai plein de capteurs de température à mettre partout, dans le ballon d'eau chaude à l'intérieur, dans toutes les arrivées d'eau à tous les endroits. J'ai ici, vous voyez, ce qu'on appelle des doigts de gants, donc ça veut dire qu'à certains endroits, je vais pouvoir prendre des températures et mieux surveiller ce système pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. Et finalement, descendre encore ma consommation d'énergie. J'ai réussi à virer l'hydrocarbure de toutes les énergies que j'utilise, à part peut-être la résistance électrique. Mais globalement, là, je vais pouvoir continuer à optimiser la consommation d'énergie. Donc, et puis, éventuellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de piloter la résistance, parce que
J'ai pas envie qu'elle se déclenche en plein milieu de journée, puisque c'est juste, on ne le voit pas ici, mais il y a juste un pauvre thermostat mécanique. J'ai pas envie qu'elle se déclenche au milieu de la journée, parce que c'est une grosse résistance, et que si jamais j'ai une machine à laver plus je sais pas quoi qui est en même temps, mon compteur électrique, avec mon contrat à 30 ampères, il risque peut-être de pas aimer, et du coup de disjoncter. Donc c'est aussi un moyen d'optimiser son contrat à ce niveau-là. Ensuite, eh bien, c'est bien beau, mais j'ai envie de superviser tout ça. Donc, tous les écrans dont je vous parlais, là, j'en ai fait quelques tests. Et on a tout un tas de documentation sur le web super intéressante. Et donc là, moi, ce que je veux maintenant, c'est remonter cette information de mon sous-sol jusque chez moi, sur mon téléphone, où j'ai envie, en fait, où je vis. Et donc ici, on va avoir un certain nombre d'écrans disponibles qu'on peut brancher sur d'autres... et on va brancher tout ça en réseau et tout va fonctionner. Donc ici, c'est des choses qui sont tout à fait faciles à réaliser. Typiquement, cet écran, il m'a coûté moins de 10 € par exemple. Donc bon, il est un peu petit, c'est en 2,5 pouces. Donc là, j'en ai pris un autre qui est en 3,2 pouces tactile pour pouvoir vraiment du coup s'en servir de station de contrôle. Donc là, on est vraiment dans du hacking pur et dur. Je me fabrique moi-même mon installation et c'est complètement réalisable. Je vous ai mis quelques pointeurs pour terminer. Donc le premier ici, c'est Adafruit, c'est un site assez intéressant, il y a plein de tutoriels. Si vous voulez commencer à vous y mettre sur la partie hardware, vous pouvez aller sur l'URL au-dessus. Donc il y a plein de tutoriels, que ce soit sur de l'Arduino, du Raspberry Pi ou de la BeagleBone Black. Et si vous passez sur des systèmes Linux, l'endroit à aller, c'est celui-ci, c'est elinux.org, où vous allez avoir plein d'informations, y compris sur du troubleshooting. J'ai pu envoyer notamment il n'y a pas très longtemps un lien en haut à Romain qui était sur le stand de l'ASG, qui avait un problème sur sa carte. Et là, il y a toutes les informations pour prendre des points de mesure, pour dire est-ce que j'ai une tension à tel et tel endroit, pour dire est-ce que la carte elle est complètement morte ou est-ce que j'ai encore un espoir de la faire remarcher. Et puis accessoirement 2 blogs. Le mien d'abord, et puis celui d'Alexandre qui est devant parce que c'était à lui le code du capteur de température. Voilà. Je termine un petit peu en avance, mais est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu essaies de commander des volets roulants style Bubendorf et tout ça ? Alors, j'ai pas commencé à regarder ce genre de choses. Après, sur les volets roulants, parfois, on est sur des technologies propriétaires. Donc, en fonction de ce qu'on va avoir, on peut très bien imaginer... il y a notamment un Américain qui a fait un composant qui reprend cet élément radio, qui l'a intégré dans un mini Arduino pour pouvoir le mettre à différents endroits. Donc, du coup, il peut, juste par lien radio, il y a un système d'adresse, donc discuter avec plein d'éléments, et directement piloter des volets roulants. S'il va le mettre dans le volet roulant, ça va dépendre de plein de choses. Alors ça, c'est un exemple. Après, sur les volets roulants, il faut regarder chaque techno en fonction de si c'est du Somfy, si c'est je ne sais pas quoi, parce que souvent, c'est quand même des environnements bien fermés. D'autres questions, peut-être ? Ne parlez pas de télécommande infrarouge. J'ai trouvé chez moi que dès qu'un appareil a une télécommande infrarouge, si je peux simuler et contrôler sans être obligé de jouer avec des fils. Là. On peut effectivement, j'en ai avec moi comme de matériel de ce type. J'ai pas encore joué avec, donc je ne saurais pas vous donner de retour d'expérience. Mais oui, il y a plein d'éléments. J'ai déjà commencé à regarder juste au niveau documentation. Il y a plein d'éléments sur le web pour utiliser de l'infrarouge, même réutiliser des commandes infrarouges que vous avez déjà. Donc souvent, par contre, il faut plutôt du microcontrôleur parce que ça nécessite. Il y a des librairies beaucoup plus faciles sur microcontrôleur à utiliser que sur du Raspberry Pi ou ce genre de choses. En tout cas. J'ai juste acheté un transceiver USB qui capte et qui émette. D'accord, mais peut-être que la librairie est déjà fournie avec le transceiver. Moi, je parlais de la LED infrarouge directement. Bien, non, merci. Très bien, merci.